Aujourd'hui, le squad, cet épisode ne va rien laisser au hasard, tant mon invité du jour est passionné par les sciences du sport et la méthode scientifique. Il m'a été recommandé par certains auditeurs fidèles et Clément Noblet, avec qui on a réalisé l'un des épisodes les plus écoutés. On va parler de musculation, stratégie de récupération et de l'art du coaching, mais également de science et d'esprit critique avec la pratique de la zététique. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Mathias, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Yes, merci pour l'invitation. Donc, Mathias Soulol, je suis actuellement coach et formateur. Donc, je suis diplômé depuis 2019 et je suis diplômé d'un master STAPS et OPS. Donc, c'est entraînement et optimisation de la performance sportive à Toulouse. Mes premières années de licence étaient orientées sur la préparation physique, notamment haltérophilie, musculation, sport que je pratiquais à l'époque. Ouais. Mais mon master, par contre, lui, s'est réorienté vers la recherche scientifique. Donc, moi, je ne suis pas parti sur le terrain ou dans un club sportif. Je suis parti dans les laboratoires, notamment à l'INSERM pour un semestre complet lors de mon master 2 euh, pour faire de la recherche scientifique. Donc, directement. Donc, j'ai étudié notamment le mode de contraction excentrique du point de vue neurophysiologique. Donc, pour faire Ok. simple, je mettais un casque sur le crâne de certains individus, hommes comme femmes, plus ou moins entraînés. Je regardais du point de vue du contrôle moteur, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était différent au niveau cortical, donc au niveau du cerveau, entre le concentrique, l'isométrique ou l'excentrique? Donc ça a été Ok. ma piste de réflexion intellectuelle pour mon master et ensuite méthode scientifique. J'en suis tombé amoureux, donc j'ai continué à investiguer à peu près tous les champs que j'ai voulu par la même méthode, quoi, globalement. Ok. Et donc, par le biais de ces casques que tu utilisais avec les sportifs, est-ce qu'on peut parler de neurocognitif? Alors ouais, oui et non. Neurocognitif, c'est très large comme terme. En fait, si tu veux, Ouais. ça englobe tellement de choses que oui, si tu veux, mets-le là-dedans, mais c'est de la neurophysiologie au sens strict du terme. C'est-à-dire que je cherche à comprendre du point de vue des signaux électriques, Ouais. qu'est-ce qui se passe au niveau cortical, au niveau de la moelle épinière et au niveau périphérique. Donc D'accord. là, mon but, j'avais un casque donc électroencéphalographique, donc c'est un ensemble d'électrodes qui sont capables de calculer une différence dans des potentiels, donc dans des variations de magnétisme et dans des variations de signaux électriques. Et à partir de là, en fonction de la zone cérébrale, je sais que je suis plus ou moins sur une zone motrice ou non. Ok. Et je regarde à quel point ça varie d'un mode de contraction à un autre. Mais par contre, j'aurai ce que j'enregistre en périphérie. Donc, entre les deux, il y a tout un tas de choses qui se sont passées du point de vue de la moelle épinière, au niveau Ok, périphérique. parce que c'est vrai que tu as parlé d'haltérophilie et j'avais vu un documentaire il y a quelques années sur justement une analyse en imagerie de résonance magnétique Ouais, cérébrale pour voir justement par de la visualisation de mouvement quelles étaient les zones du cerveau qui ouais. étaient allumées, si je puis dire, dans le cerveau de l'athlète. Et je trouve que ça fait un peu le lien un petit peu avec ce que tu dis. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu as cherché à regarder plusieurs mouvements excentriques, enfin sur différentes angulations, sur différents muscles? Et est-ce que tu as cherché à regarder sur différents sports et différents niveaux de sportifs? Non, j'ai pas fait grand-chose de tout ça. Comme c'est une pratique de master, t'es pas forcé d'avoir plusieurs publications sur différents domaines, comme tu pourrais l'avoir en doctorat, Ouais. comme tu pourrais l'avoir en thèse, bien que pour soutenir ta thèse, il te faudrait à minima une seule étude, ce que Mhm. j'ai techniquement, mais c'est pas le but. Là, pour le master, le but, c'était de voir essentiellement au niveau du mollet, donc au niveau du triceps sural. Qu'est-ce qui se passe? Et précisément au niveau du solaire, parce qu'il se trouve que avec les calculs que l'on faisait ou avec les méthodes que l'on a employées, c'est le muscle qui semblait le mieux répondre à nos attentes qu'en Ok. fonction de la taille des axones, c'est-à-dire de la taille des nerfs qui envoient le signal et les potentiels d'action. Bah, tu ne chopes pas forcément les mêmes réponses, tu ne dois pas utiliser les mêmes stimulations, enfin les mêmes intensités de stimulation électrique pour obtenir telle ou telle réponse en périphérie. Donc ça restait très localisé, à savoir au niveau du solaire, donc au niveau du triceps sural,
sur un appareil isocinétique, donc un dynamomètre isocinétique, Mhm. et on faisait ni plus ni moins que de la flexion et de l'extension, enfin de la flexion surtout, de plantaire en fait. Ouais. Donc là, on a eu différents niveaux d'intensité. Au niveau, c'était pas des niveaux d'intensité de force, c'était plutôt des niveaux d'intensité de. Bah, on va en parler de MG, c'est une des questions pour plus tard, mais globalement, c'est ça qu'on utilisait, c'était l'électromyographie normalisée. J'expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que Non, ça mais on peut y signifie. aller, je pense, directement. Ouais, Je pense que ça fait le ah, lien directement avec ce ouais, que tu alors, nous ouais. as présenté. J'aimerais justement que tu nous dises quels sont les intérêts de l'EMG et Hmm. donc l'électromyographie et voilà pourquoi tu l'utilises. Euh, Déjà, je vais définir, si tu veux bien, au moins ça fera le Ouais, lien avec ce je que je pense te que disais c'est avant. effectivement ça Ouais. peut être intéressant. Je vais définir ce qu'est un EMG, en fait. Donc, c'est électromyographie ou signal électromyographique. Et il se trouve que c'est la somme ou la sommation, ça dépend, les deux mots existent, mais ça veut dire sensiblement la même chose, c'est la somme des potentiels d'action extracellulaires que l'on enregistre en périphérie d'un muscle grâce à Mhm. des électrodes qui sont posées la plupart du temps en surface de ce muscle. Et donc, ces électrodes captent des dépolarisations et à partir de là, on se retrouve à avoir des signaux électriques qui émanent de ce muscle que l'on enregistre. Et ça peut vouloir dire plein de choses, mais globalement, on s'en sert pour quatre raisons principales. La première, c'est de savoir si un muscle est en état d'activité ou non. Donc c'est un peu on-off, c'est binaire. C'est est-ce qu'il y a un signal que l'on enregistre qui est plus fort que celui qui pourrait relever du bruit. Par exemple, si Mhm. j'ai une électrode de MG et que je le pose à côté de ta loupiote au plafond, elle va m'enregistrer quelque chose parce qu'il y a bien de l'électromagnétisme qui est lié entre autres à la polarisation et à l'électricité, au passage d'électrons, etc. Et donc je vais enregistrer du bruit ambiant. Mhm. Et donc, c'est des mesures statistiques et du calcul probabiliste pour savoir si oui ou non ce que je viens d'enregistrer est bien supérieur au bruit ambiant. Donc ça, du on-off, on est capable de le faire. On sait si un muscle est en activité ou s'il n'est pas en activité, à condition qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de crosstalk, c'est-à-dire qu'un muscle adjacent ne soit pas enregistré à la place du muscle Mhm. initial. Ça arrive souvent. Par exemple, si je te mets des électrodes au niveau du grand pectoral, bah, il n'est pas impossible qu'on chope les battements cardiaques. Eh oui, évidemment. Donc, il y a des corrections quand même du point de vue des signaux qui sont appliqués pour éviter qu'on se fasse avoir. Voilà. Ensuite, il y a d'autres paramètres que l'on peut mesurer avec l'EMG, comme la coactivation. La coactivation, c'est essentiellement le fait, du point de vue neurophysiologique, pardon, qu'un muscle se contracte en même temps que d'autres. En réalité, il y a systématiquement un signal qui est envoyé aux muscles agonistes et antagonistes. Donc, si je fais une flexion de coude, donc typiquement, j'active mon biceps du point de vue du contrôle moteur, mais il y a systématiquement une activation et une contraction de la part du triceps. Entre autres, on suppose que la coactivation a essentiellement pour rôle pour limiter les dégâts au niveau articulaire et faire en sorte qu'il y ait une répartition des forces à peu près uniforme au niveau de l'articulation. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, grâce à l'EMG, on peut vérifier avec beaucoup de transformations de signaux et quelques procédures méthodologiques à quel point il y a une activation d'un muscle, à quel point il est intensément activé ou recruté, ou en réalité on parlera de niveau d'excitation, Mhm. d'excitabilité, à quel point il est, entre guillemets, activé par rapport à ses capacités maximales dans certains contextes. Parce qu'en fonction des contextes, il pourrait ne pas être recruté exactement de la même façon. Et ensuite, éventuellement, dans le cadre de la muscu, c'est sélectionner des exercices. Hein. C'est une des corollaires, on va dire, que l'on peut utiliser ou que l'on peut avoir lorsque on utilise de l'EMG. C'est de savoir, bon, bah, l'anatomie, c'est bien, j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée, donc un point d'insertion et une terminaison, j'ai un sens de fibre, et je suppose que le muscle a ce rôle-là. Mhm. Mais ce n'est pas suffisant. Pour le moment, c'est qu'un état d'hypothèse intéressant, mais c'est qu'un état d'hypothèse. Et c'est quand on stimulera électriquement un muscle ou quand on enregistrera une activité au cours du mouvement supposé que l'on vérifiera si oui ou non ce muscle était bel et bien en action lorsqu'on a réalisé ce geste ou s'il était peut-être pas autant en action que ce qu'on aurait pu penser à la base compte tenu de sa conformité anatomique. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça.
Ok, et justement, sur la sélection d'exercices, est-ce que selon toi, l'EMG peut être suffisant pour dire, bah voilà, j'ai envie de sélectionner cet exercice pour stimuler tel muscle, ou bah, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans une batterie d'outils? Ouais, c'est plutôt la deuxième option, batterie d'outils, c'est-à-dire que si j'enregistre une activité électromyographique, on peut raisonnablement admettre que le muscle était bien en état d'activité lorsque j'ai réalisé tel ou tel geste. En tout cas, si on a fait une interprétation des signaux correcte. Mais, mais ça ne signifie pas à quel point il l'a été. Mhm. Et le truc, c'est que souvent, il y a une confusion entre un signal électrique égale un niveau d'activation, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de conditions qui peuvent modérer ce type d'interprétation. Et comme il est, entre guillemets, très activé, alors ça va engager beaucoup de synthèse protéique et donc ça va engager de l'hypertrophie. Par exemple, si on Mhm. parle d'hypertrophie ou qu'on se dirige vers le développement de la masse musculaire. Sauf qu'en fait, il n'y a pas forcément de lien logique et direct et causaux entre tous ces paramètres. Mhm. En réalité, lorsque on utilise l'EMG ou que l'on voit des signaux EMG au sein d'une étude et que l'on se dit, bah, tiens, cet exercice, par exemple le hip thrust, a particulièrement et fortement engagé mes ischio-jambiers parce que le signal électrique était particulièrement élevé. Si on venait à faire l'inférence que cet exercice est un bon exercice d'ischio-jambier, alors on se tromperait probablement. Le signal électrique ne permet pas de faire une inférence suffisamment solide, de tirer une conclusion suffisamment solide pour pouvoir se permettre de dire que c'est un bon exo ischio-jambier. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui a fait un peu d'anatomie ou de mécanique musculaire Mhm. ou qui a simplement regardé les résultats dits empiriques de la littérature scientifique, c'est très bien que ce n'est pas un exercice qui est particulièrement propice à l'hypertrophie des ischio-jambiers, parce qu'en réalité, ils sont relativement peu engagés sur des extensions de hanches et beaucoup engagés essentiellement sur de la flexion de genoux. Et donc, tu vois, c'est ce genre de petites choses ou de petites subtilités qu'il faudrait avoir en tête lorsqu'on utilise ou lorsqu'on veut utiliser les EMG. Ok. Et est-ce que tu as du recul sur l'utilisation de l'EMG en post-opératoire? Est-ce que c'est des choses que tu utilises ou... N'étant pas kiné et ne me préoccupant pas du tout de la Ouais, blessure ou quasiment pas de la blessure, je n'ai pas lu là-dessus. Donc, je ne sais pas. ok, ça marche. Parce que je sais que c'est des choses qui sont utilisées, mais je comprends bien évidemment ta réponse. Et justement, bah, on va continuer un peu sur cet esprit de musculation et on va parler d'échecs musculaires. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose dont on parle un petit peu par période? Moi, je pense qu'il y a, en fonction de la méthodologie qui va être entreprise par le préparateur physique, le coach, ça peut être pertinent d'utiliser cet échec musculaire, mais j'aimerais que tu nous dises quels sont les bénéfices, les limites et surtout bah, quand est-ce qu'on peut utiliser cet échec musculaire. Bah, comme tout à l'heure avec les EMG, peut-être qu'on va commencer par définir ce que ça veut dire. Parce Carrément, qu'en je te laisse. réalité, euh, parce qu'en réalité, il y a tellement de définitions différentes que l'on peut employer qu'en fonction de la définition que je donne, ben, ça peut valoir le coup plus ou moins de l'utiliser ou ça peut être complètement délétère. Ok. Au sein de la littérature scientifique qui se préoccupe du développement de la force maximale ou du développement de la masse musculaire, l'échec, la plupart du temps, c'est défini comme une impossibilité de respecter une amplitude complète sur la phase concentrique du mouvement. C'est quand même assez précis, c'est pas n'importe quel type d'échec. Supposons que je me situe dans un paradigme d'entraînement dit de VBT, donc Velocity Based Training, donc Mhm. j'utilise euh, la vitesse gestuelle ou la vitesse d'une barre pour m'entraîner selon telle portion de la relation force-vitesse, bref, c'est la mécanique, de la mécanique musculaire. Si ma consigne, c'est d'être au-dessus de 2 mètres par seconde, être à 1,8 mètres par seconde, c'est un échec. Mais ça ne veut pas dire que l'individu n'est plus capable de réaliser le geste. Ça veut juste Mhm. dire qu'il ne correspond plus à la consigne. Donc, en fonction de comment je définis l'échec, je peux ne pas parler de la même chose. Un autre exemple, si jamais je suis dans l'incapacité de faire cette fameuse portion concentrique tout à fait classique et employée la plupart du temps dans la littérature scientifique, je peux faire la phase excentrique.
Donc ça veut dire que du point de vue des capacités de génération de force au niveau musculaire, bah, je ne suis pas en échec total du point de vue physiologique. Il me reste des ressources énergétiques pour produire de la force. Et donc, du coup, en fonction de où on met le curseur et de quelle définition on cause ou de quoi on cause en termes d'échec, bah, j'utiliserai pas l'échec de la même façon. Donc, moi, je vais regarder, en tout cas de mon point de vue, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais qu'importe, Mhm. on peut s'intéresser à autre chose. Je vais regarder deux choses. Qu'est-ce que ça fait sur la fatigue neuromusculaire et qu'est-ce que ça fait sur les gains de masse musculaire? Est-ce que je suis dans l'obligation de me rapprocher de l'échec pour augmenter sa masse musculaire ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'y être? Et si j'y vais, pourquoi est-ce que j'y vais en tant que coach ou pourquoi est-ce que je pourrais le prescrire? Sur la fatigue, en général, est montré par des revues systématiques de littérature et méta-analyses que la fatigue était un tout petit peu plus importante. Par exemple, si on utilise la RPE, donc Mhm. la perception de l'effort, comme un marqueur de fatigue intra-session, essentiellement rétrospectif, et que je veux savoir quelle a été la fatigue perçue de l'individu et subjective, en général, entre une condition à l'échec et une condition qui ne va pas à l'échec, qui dit garder des répétitions de réserve, Mhm. alors il y a 2,5 points de différence sur une échelle de Foster allant de 0 à 10, tu vois, par exemple. Donc, du point de vue subjectif, ça a tendance à être perçu comme plus difficile, à fatiguer du point de vue subjectif davantage. Et du point de vue objectif, avec des hauteurs de saut, de la production de force maximale isométrique, ce genre de choses, donc des marqueurs de fatigue objectifs, en général, il y a 5 à 10 d'écart de fatigue supplémentaire, on va dire, en utilisant l'échec. Donc, son impact sur la fatigue, il ne faut pas le nier. Et en plus, il est à 6 heures, 48 heures, 24 heures après, il y est encore, tu vois. Ok. Donc, ouais, donc on a un peu plus, les temps de récupération sont toujours ou généralement un tout petit peu plus longs. C'est surtout vrai chez les novices, chez des individus entraînés qui ont peut-être plus de bouteilles du point de vue moteur. Les temps de récup sont un peu moins longs que ça, mais l'effet reste quand même visible du point de vue statistique du moins. Et donc, dans cette mesure, c'est quand même un paramètre dont il faut tenir compte lorsqu'on fait des prescriptions d'entraînement ou que l'on suit au cours du temps nos élèves, quoi, entre guillemets, nos clients et nos clientes. Donc, dans cette mesure, c'est un paramètre dont il faut tenir compte. Sur les gains, maintenant, en général, à volume d'entraînement identique, ou lorsqu'on pousse les individus plus ou moins à l'échec avec une, trois répétitions de réserve, quatre répétitions de réserve, ce genre de choses, il n'y a pas spécialement de différence dans les gains de masse musculaire entre les individus, et ce, quel que soit leur niveau d'entraînement. Là, pour le coup, on a beau ajuster les paramètres au niveau d'entraînement, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont très entraînés ou novices, ça ne change pas grand-chose. Sur les gains de masse musculaire, la proximité à l'échec est une bonne chose, mais l'échec lui-même, tel que défini par la portion concentrique ou Mhm. l'impossibilité de faire la portion concentrique, ça n'a pas l'air d'amener plus de gains ou d'accrétion de protéines au niveau musculaire. Donc j'ai un malus qui est celui de la fatigue potentielle, pas spécialement de bonus. Et si jamais, à titre personnel, en tant que coach, je rajoute des bonus, c'est essentiellement en demandant à l'individu duquel je m'occupe, est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu aimes ça? Tu vois? Est-ce que ça te fait plaisir d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a une forme de satisfaction, parce qu'il y a une sensation de congestion, parce que ça fait partie voilà, ça motive d'aller au bout, parce qu'il y a potentiellement un partenaire qui est avec toi et qui te pousse aussi à aller au bout. Donc il y a un cadre, il y a un contexte qui fait que parfois, sur certains exercices, ça peut valoir le coup de se pousser jusqu'au bout. Et du coup, à titre personnel, mais ça c'est ma pratique perso de coach, je Oui. mets une limite à ça, parce que je l'accepte et je peux le prescrire dans mes programmes. D'ailleurs, c'est quasiment ce que je fais de manière systématique, c'est que la sécurité soit garantie chez l'individu, tout simplement. Donc, pousser à l'échec sur du squat, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Pousser à l'échec sur des élévations latérales, ça devrait aller. Il suffit de lâcher l'haltère et ça va, quoi. Tu vois. Donc, il y Ok. a des exos plus ou moins recommandés avec l'échec, il me semble, quoi. Ouais, mais justement, dis-moi ce que ton avis là-dessus. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, et tes exemples vont un peu dans ce sens-là,
Pour un exercice polyarticulaire, donc qui comporte plusieurs articulations, on va peut-être éviter d'aller à l'échec parce qu'effectivement, déjà pour un souci de sécurité, et peut-être que sur un exercice d'isolation monoarticulaire, ce sera plus permissif d'utiliser l'échec musculaire pour justement donner peut-être une norme, entre guillemets, à notre athlète. Oui. Alors, quand tu parles de normes, tu peux me préciser ce que tu Ouais, entends? alors j'entends par là que le sportif sache exactement jusqu'où il est capable d'aller Oui. et qu'après, quand on parle des répétitions de réserve dont tu viens de parler, eh ben, il sache Ouais. exactement à combien de répétitions de réserve il va véritablement y avoir. Parce que tout à l'heure, tu parlais de novice. Je pense qu'un novice, par expérience, sera beaucoup plus loin de l'échec musculaire juste par manque de connaissance de lui-même. Ouais. Et ben alors c'est une comment dire, c'est une vision, c'est une possibilité, c'est une hypothèse qui est complètement vraisemblable et qui fait sens, Ouais. sauf qu'on ne le vérifie pas. Ah, J'aimerais bien d'accord. que ça soit vrai, mais il y a Ok. quelques études qui se sont amusées à comparer des individus qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille en musculation, versus des individus novices. Et en fait, on est globalement, en tant qu'humain, assez mauvais pour estimer à quel point on se situe proche de l'échec. Donc ça, du point de vue cognitif, c'est quand même assez rigolo qu'on soit Ouais. biaisé à ce point. Et le truc, c'est que il y a éventuellement une petite différence entre les études, là, pour le coup, et la vraie vie, c'est-à-dire nos entraînements. C'est Mhm. que dans les études, les entraînements sont souvent supervisés par un entraîneur ou un physiologiste qui pousse au bout. Il y a donc quelqu'un qui prodigue des encouragements verbaux sur l'individu. C'est pas forcément le cas quand nous, on s'entraîne seul. Et donc, notre perception de l'échec peut aussi dépendre de la perception que l'on a du contexte, de l'environnement. Est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des regards tournés vers moi? Est-ce que je me sens observé? Est-ce que je me sens en forme? Etc., etc. Est-ce que j'ai confiance en moi? Bref, il y a peut-être un tas de paramètres contextuels, environnementaux qui viennent influencer ma prise de décision et qui modifient l'information. Et donc, potentiellement, cette rapport à la proximité de l'échec, elle peut être modulée par ça. Mais je t'accompagne sur ce point. Il y a des exercices. En fait, quand je prodigue ou quand je fais la prescription de l'échec, c'est souvent, entre autres, parce que, un, l'individu me l'a réclamé dans le coaching, et ça me convient à titre personnel. Je peux gérer la fatigue en sachant que c'est prescrit, que c'est Mhm. voulu, plutôt que subi. Tu Oui, vois. Et en plus de ça, je peux faire découvrir à l'individu de quoi il est capable, quoi. ouais, Souvent, les exactement. individus se sous-estiment en réalité, hein. La plupart du temps, ils sont un peu trop loin de l'échec parce que dès qu'il y a une douleur ou une forme d'inconfort, ils ont tendance à abandonner, alors que la réalité, c'est que du point de vue de la production de force maximale, juste au niveau périphérique, ils en sont capables, hein. Ils ont encore un petit peu de réserve sous le pied, au moins une ou deux répétitions, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est important ce que tu dis. L'encouragement verbal va complètement modifier la perception de l'effort Ouais. du sportif, clairement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ce sont des éléments environnementaux qui permettraient, comment dire, qui devraient nous servir à évaluer si oui ou non on est plus ou moins proche de l'échec et si oui ou non il y a des raisons de penser que l'individu s'est vraiment donné et est allé au bout de ses capacités ou pas. Parfait. J'aimerais maintenant qu'on parle de récupération, parce qu'après un bon entraînement, il faut bien récupérer. Et Oui, au-delà des piliers de la nutrition, du sommeil, d'une bonne hydratation, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser dans ce but-là. ouais. Certains mettent en avant l'intérêt de la cryothérapie pour la récupération. Déjà, quel est ton avis? Et puis finalement, quelles sont les modalités à utiliser et comment? Euh, sur la cryothérapie, la littérature est un petit peu particulière pour plusieurs raisons. Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a une multiplicité de méthodes qui est employée avec une multiplicité de conditions. Autrement dit, au sein des revues systématiques de littérature avec méta-analyse, on est un peu
en train de comparer les tomates avec les poireaux, avec le chou-fleur, etc., pour faire une analogie, on va dire, végétale. Et le truc, c'est que ça peut avoir une influence potentielle sur la magnitude d'effet ou sur les résultats. Donc, peut-être qu'homogénéiser la durée des protocoles, la température que l'on emploie et ou la modalité que l'on emploie, ça serait une première chose à faire pour essayer d'homogénéiser un petit peu tout ça. Et le deuxième aspect qui pose problème du point de vue méthodologique auquel je tiens beaucoup, bah, c'est que c'est tout le temps, ou quasiment tout le temps, que des groupes contrôle. Autrement dit, que des groupes qui glandent de rien ou qui sont voilà, assis sur une chaise ou qui font éventuellement un peu de vélo ou de cool-down ou qui font un petit jog de récupération, qui marche, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Bon, c'est super, sauf que ce n'est pas un groupe contrôle qui tient compte des effets contextuels et placebo. Et c'est un peu ce que je reproche à ce type de méthode qui ont l'air, pardon, de fonctionner essentiellement sur des paramètres subjectifs. Les études les moins biaisées, c'est-à-dire celles qui disposent du plus haut degré de validité du point de vue méthodologie scientifique, à l'heure actuelle, ont tendance à mettre en avant que sur des paramètres objectifs, ça n'améliore pas spécialement la récupération. Sur la force, sur la hauteur de saut, sur la capacité à produire de la puissance, enfin en puissance max, ou sur de la résistance long terme type endurance de force, ça ne fonctionne pas spécialement. Alors, quand je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts par Vassilis s'il m'entend dire ça. Ce que je viens de faire, c'est affirmer l'hypothèse nulle. C'est pas ce que je suis censé faire. Ce que je devrais dire, c'est que à l'heure actuelle, les protocoles échouent à mettre en avant des bénéfices de la part des immersions d'eau froide, de la cryothérapie dans un sens large, sur la récupération de la force max, de la hauteur de saut, etc. Donc des paramètres objectifs. Par contre, ça échoue pas à mettre en avant des bénéfices sur, en général, tout du moins, sur des paramètres dits subjectifs. Mhm. Et ça, c'est vrai uniquement quand on a des groupes contrôle qui ne font rien. Autrement dit, je suis en train de te proposer une méthode qui potentiellement fonctionne, mais à côté de ça, je la compare à une non-proposition. Et ça me dérange beaucoup parce qu'on devrait au moins essayer de proposer des protocoles placebo ou qui tentent de mimer les effets placebo. Il y en a quelques-unes, des études comme ça, elles ne sont pas bien nombreuses, mais elles ne vont pas en faveur des immersions froides. Le protocole est relativement simple, c'est notamment une dame, une Anglaise qui s'appelle Laura Wilson à l'université de Middlesex qui a fait sa thèse sur le sujet et qui a continué à publier depuis et qui utilise un protocole qui, du point de vue éthique, est peut-être un poil discutable, mais globalement, elle ment aux participants et aux participantes. Elle leur fait consommer une boisson sucrée où elle dit à l'intérieur qu'il y a soit des antioxydants, soit des BCAA, donc des acides aminés à chaîne branchée. Donc elle leur fait croire que c'est ça, qu'il existe une littérature scientifique qui a montré que ça avait des bénéfices sur la récupération, alors qu'en réalité, c'est rien de plus que de l'eau sucrée avec un édulcorant. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides et il n'y a certainement pas d'antioxydants dedans. Donc c'est vraiment que du sucre. Et donc, elle mime la condition placebo comme ça, et en comparant les cinétiques de récupération avec des immersions en eau froide, notamment des membres inférieurs, à la suite d'entraînements de musculation ou à la suite d'entraînements dits d'endurance, notamment de marathon, elle n'observe pas de différence entre les deux conditions, entre la condition placebo et la condition d'immersion en eau froide, avec des eaux aux alentours de 8 à 10 degrés sur des temps avoisinant les 15 à 30 minutes. Ça dépend des protocoles qu'elle emploie. Et parfois, elle suit sur plusieurs jours et sur plusieurs semaines. Donc ça, c'est assez marrant à observer que globalement, ça marche. En tout cas, il y a une absence de mise en évidence de bénéfices de la part de l'immersion en eau froide lorsque celle-ci est comparée à des protocoles dits placebo ou sham, entre guillemets. Donc il y a fort Ok. à parier que les grosses revues de littérature à l'heure actuelle qui mettent en avant des bénéfices de la part de la méthode sont essentiellement, ou pour une grande partie, des effets contextuels du placebo et pas forcément un effet dit propre de la part de la méthode. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument l'éviter, ça veut juste dire que faire l'affirmation que ça améliore la récupération est peut-être une affirmation qui est un poil trop, comment dire, en tout cas qui ne correspond pas à l'état des connaissances tel
qu'on en dispose à l'heure actuelle. En plus, il y a un autre état de connaissance qui commence à s'accumuler, qui, du point de vue de l'hypertrophie, a tendance à mettre en avant que potentiellement l'utilisation régulière, fréquente, au cours de plusieurs semaines d'entraînement de musculation, pourrait réduire, probablement, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait, la synthèse protéique et donc diminuer les gains de masse musculaire. Et on observe bien des différences dans les gains de masse musculaire entre des individus qui se sont entraînés en musculation, qui ont utilisé les immersions en eau froide ou la cryothérapie dans son sens large, versus des individus qui n'ont fait que s'entraîner en musculation sans utiliser cette modalité-là. Et il y a de légères différences dans les gains de masse musculaire. Ouais, j'avais entendu parler de ça, bien évidemment. Est-ce que la problématique aussi, c'est pas les diverses modalités qu'on a à disposition, comme par exemple, tu disais, l'immersion en eau froide dans des bains, mais il y a aussi Mmh. les cabines qu'on peut retrouver dans Ouais, certains instituts, voire même des cryos corps entier avec carrément ouais, des chambres, ou parfois dans des modèles plus réduits, comme ça ressemble un peu à une douche. ouais. Euh, Est-ce que justement, c'est, on peut aujourd'hui comparer ces différents outils, ou pour toi, peu importe l'outil, tu donnerais le même type de réponse? J'aurais tendance à donner à peu près la même réponse. Pourquoi? Parce que dans certaines revues systématiques de littérature, lorsqu'on ajuste les paramètres à la méthode qui est utilisée, la magnitude d'effet n'est pas si différente entre les différentes modalités. Elle est souvent légèrement supérieure en faveur des chambres. Mon hypothèse sur le sujet, au regard des connaissances qui ont pu être produites par Laura Wilson avec ces fameuses conditions placebo où elle ment à ces individus, c'est que une chambre induit des effets contextuels probablement supérieurs à juste une immersion en eau froide. Autrement dit, les gens perçoivent ou pensent percevoir l'idée que c'est peut-être plus efficace que de se mettre dans une chambre particulièrement froide plutôt que de se mettre juste dans des bains glacés ou d'avoir des poches de glace qui entourent un muscle ou un groupe musculaire. Tu vois. Donc en fait, plus l'utilisation de la technologie semble impliquée dans le processus, plus il y a un pari à prendre sur la magnitude des effets contextuels ou la place que prennent les effets contextuels. Parce que les effets contextuels ne sont pas une taille d'effet ou une magnitude d'effet fixe, elles dépendent de plein de paramètres. Et l'aspect technologique, l'aspect efficacité, parce que tu comprends, c'est moderne, ou parce qu'on te l'a vendu avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, bah, ça fait partie aussi des évaluations que l'on a au sein des études. Donc du coup, moi, mon hypothèse, c'est que pour le moment, il n'y a pas de raison particulière de penser qu'il y a un effet propre au, à la cryothérapie dans un sens large, mais plutôt une variation des effets contextuels en fonction de l'optimisme et du degré de technologie que j'emploie. C'est vrai Parfait. que j'ai repris sur les différentes modalités parce que le reproche que je peux faire aux recherches scientifiques, c'est qu'elles sont Mhm. isolées et souvent effectivement avec différentes modalités. Et parfois, j'ai l'impression qu'on compare ce qui n'est pas comparable. Et notamment, pour reprendre un sujet qui est traité de nombreuses fois, c'est les étirements, où finalement, bah, quand on compare les différentes études, c'est juste incomparable parce que les tensions sous tension ne sont pas les mêmes, les modalités sont pas du tout les mêmes. Parfois, ça va être passif, statodynamique. Enfin bref, il y a plein de différentes choses qui font que ben, finalement, il n'y a pas de réponse stricto sensus à l'utilisation de l'outil ou de la modalité, mais parce que justement, on n'a pas comparé ce qui était comparable. Ouais. Ça, c'est une remarque et une critique légitime de la littérature scientifique. Si et seulement si les chercheurs et les chercheuses ne font pas bien leur travail ou ne lisent pas correctement les recommandations des mises en place des revues systématiques de littérature et de méta-analyse. Parce que s'ils faisaient le travail correctement, et je vais dans ton sens, c'est pas souvent le cas, Mhm. clairement, dans les sciences du sport, c'est pas souvent le cas, ils sauraient qu'il faut faire des ajustements en fonction de ces différentes catégories que tu as pu mettre en avant. Alors, fort heureusement, c'est fait de temps en temps, mais si tu ne tombes pas, entre guillemets, sur la bonne méta-analyse,
ou un travail de recherche plus sérieux, bah, effectivement, tu fais dire à des données ce qu'elles ne peuvent pas dire. Mhm. Donc, en l'occurrence, il existe quand même des outils statistiques qui permettent de faire ça. Par exemple, des analyses de sous-groupes. On crée différentes catégories d'individus, entraînés, non entraînés, très entraînés, élites. On peut regarder s'il y a un effet du niveau d'entraînement, du statut d'entraînement sur ces modalités de récupération. Des novices pourraient très bien ne pas ou peu répondre à ce type de modalité, alors qu'un sportif de haut niveau pourrait y être particulièrement sensible, par exemple. Les durées des protocoles ou la température font aussi partie des catégories, mais comme elles sont continues, je peux faire ce qu'on appelle une méta-régression et regarder si les résultats ou les tailles des faits en fonction des études dépendent de ce paramètre-là. Mhm. Donc, tu vois, il y a plein d'outils statistiques qui existent, qui sont proposés de temps en temps et qui permettent de répondre à ce type de reproche légitime, encore une fois. Mais tu as raison de le faire signaler. Parfois, quand on prend deux études, qu'on dit, bah si, regarde, ces deux études, elles montrent bien que j'ai raison. Oui, mais tu viens de les utiliser alors qu'elles n'ont pas du tout les mêmes modalités de traitement des données, elles n'ont pas les mêmes protocoles, elles ne correspondent pas à la même population. Donc, ouais, ok, mais c'est pas suffisant, quoi. Ok, Donc, voilà. Mais donc, ta remarque n'est pas complètement illégitime, effectivement. Il faut regarder comment les chercheurs ont fait le travail. S'ils l'ont bien fait, alors ta remarque tombe à l'eau et on a des éléments de réponse. S'ils l'ont mal fait, alors elle reste légitime et il est normal qu'on vienne la discuter. parfait, merci pour ta réponse. Et pour finir sur cet aspect de cryothérapie, j'ai eu sur ce podcast depuis peu le docteur Pierre Broussin, qui est un docteur spécialiste du sommeil et qui voilà, m'expliquait qu'après un match notamment, enfin même quelconque activité finalement, eh ben, voilà, le corps était sous température et que pour un bon sommeil, d'avoir le corps sous une température inférieure pouvait être bénéfique pour justement être bien s'endormir. Donc, il conseillait justement de les aisselles de les mettre au frais ou de les passer sous l'eau froide, notamment aussi les parties intimes. Et j'aimerais ton avis sur finalement l'intérêt indirect de la cryothérapie dans un but d'améliorer le sommeil et donc la récupération. Je n'ai pas d'avis particulier. Tu vois, j'ai jamais réfléchi à la question telle que tu viens de me la proposer. C'est pas idiot, effectivement. J'ai déjà entendu dire régulièrement que le sommeil était perturbé par la température corporelle. Donc, si jamais l'utilisation du froid, dans un sens général du terme, permet, parce que l'entraînement a été tardif, de diminuer la température corporelle afin d'améliorer l'endormissement, bah, c'est pas complètement stupide. En tout cas, ça me paraît pas complètement stupide. Il faudrait le vérifier Ouais. empiriquement, voir, proposer des essais randomisés contrôlés, voir si ça vraiment ça améliore le sommeil. Mais si c'est le cas et que ça prodigue quelques bénéfices, je suis pas contre l'idée. Éventuellement, enfin, je vois pas de raison particulière d'être contre l'idée d'ailleurs, mais bon. Mais il y a un bémol qui est à relever avec ces méthodes-là, c'est leur accessibilité. Mm. Donc ça dépend de ce qu'on appelle, encore une fois, cryothérapie. Si tu appelles cryothérapie exposition au froid par une douche froide, qui est généralement aux alentours des 15 degrés, quelque chose comme ça, ok, c'est accessible pour à peu près tout le monde. C'est pas particulièrement agréable, mais c'est accessible pour à peu près tout le monde. Mais en revanche, une chambre de cryo ou des cabines, c'est accessible pour ceux qui ont les thunes et pour ceux qui ont bien voulu faire des partenariats avec des instituts. Mm. Donc, faut voir aussi. Ensuite, on met en Exactement. mets-toi dehors, hein, tu vas vite redescendre en température, hein. C'est peut-être la période, effectivement, pour faire ce genre d'essai. C'est ça. Euh, C'est on maintenant qu'il faut va, le faire. on va parler maintenant du foam roller. Certains l'utilisent en récupération, d'autres Mm, pour un gain de mobilité. Quel est mm, ton avis quant à l'utilisation de ces rouleaux de massage? Pourquoi? Quand les utiliser et comment? mm. Euh, j'ai un unpopular opinion. C'est tellement surcoté à mort. Non, c'est globalement sur la récup. Les données telles qu'elles sont proposées à l'heure actuelle, on pourrait leur faire sensiblement le même reproche ou les mêmes reproches, pardon, qu'avec la cryothérapie. À savoir qu'on a des groupes contrôle qui n'aient aucune condition dite entre guillemets placebo ou qui tentent de mimer des conditions placebo. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait au moins une partie
des effets que l'on observe qui dépendent directement des effets contextuels et placebo. On ne peut pas le négliger de toute façon, ça fait partie de l'équation, ça fait partie de l'équation en médecine, ça fait partie de l'équation dans n'importe quelle thérapie, bah, ça fait aussi partie de l'équation dans le cadre du sport, de l'amélioration des performances et ou de la récupération, puisque les deux sont plus ou moins indirectement liés. Euh, donc du coup, est-ce que c'est bénéfique? Ben moi, quand je regarde la littérature scientifique sur le sujet, au vu de la magnitude des faits ou de la taille des faits, c'est-à-dire d'à quel point il y a une différence, pour faire simple, entre un groupe contrôle, une condition contrôle, et le groupe expérimental qui a utilisé l'automassage, et les intervalles de confiance, qui est une mesure statistique d'incertitude autour de l'estimation de l'effet, je ne fais pas spécialement confiance aux données, quoi. Je me dis, waouh, mais on n'en sait rien du tout, en fait. C'est très flou et pour le moment, ça va dans tous les sens. Donc, typiquement, comme tu l'as fait signaler tout à l'heure, pour le coup, ça fait partie des domaines de recherche où on n'a potentiellement pas suffisamment de données pour pouvoir faire les ajustements dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que ça dépend de la durée? Est-ce que ça dépend de l'intensité? Est-ce que je suis allé proche du seuil de douleur, tu vois, par exemple? Typiquement, hein, s'appuyer sur un rouleau de massage, tout le monde peut le faire, mais faire 15 minutes de rouleau de massage sur différents groupes musculaires, bien entendu, au seuil de douleur, y a pas, en réalité, il n'y a pas beaucoup de pratiquants et de pratiquantes qui le font de cette manière. Souvent, c'est des seuils très très bas, en mode j'ai posé ma jambe dessus et je fais des allers-retours et on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc, typiquement, ça fait partie de ça. Euh, donc, sur la récup, pour le moment, les données sont plutôt mitigées et ne mettent pas spécialement en avant une amélioration de la récupération. C'est assez flou, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça mélange un peu les choux, les carottes et tout ce que tu veux. Donc, personnellement, j'ai plus mon curseur qui me fait dire, c'est mon curseur personnel, qui Mhm. me fait dire moins bof, mais il reste quand même vers le milieu, tu vois, dans le sens où dire peut-être, mais j'aurais pas tendance à le recommander pour autant à mes clients et à mes clientes, tu vois, parce que j'aimerais qu'ils fassent autre chose de leur journée que de prendre ce temps-là. Je préfère qu'ils s'étirent ou je préfère qu'ils passent du temps en famille ou qu'ils fassent autre chose qui leur fait plaisir plutôt que d'utiliser le rouleau de massage. Il y a un aspect éventuel sur lequel ça aurait une utilité, c'est sur l'amélioration du range of motion, donc de la souplesse au niveau d'une articulation en aigu. Pas sur du long terme, ça n'a pas l'air d'améliorer la souplesse sur du chronique. Par contre, en aigu, ça a l'air de fonctionner. Ça permet de gagner quelques petits degrés articulaires supplémentaires. Et donc, si tu te retrouves lors d'un entraînement où tu sens que tu n'es pas dans la capacité d'assumer une amplitude gestuelle complète et que d'autres méthodes ont échoué à montrer des bénéfices, comme des étirements dynamiques, par exemple, Mhm. pour ne citer que, ben, pourquoi pas passer par l'utilisation du rouleau de massage? A priori, c'est potentiellement les mêmes mécanismes que les étirements, à savoir essentiellement une augmentation de la tolérance à la douleur ou une diminution de la sensibilité à la douleur. Donc, bah, pourquoi pas se mettre ou utiliser le rouleau de massage, mais pas tranquillou bilou de 0 à 10 sur une échelle de douleur. Être à 6 entre 6 et 8 c'est recommandé, quoi. Parce qu'a priori, à 3-4, tu fais pas grand-chose sur tes tissus. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses. Éventuellement, on pourrait le recommander comme ça. Mais Ok. à mes yeux, ça ne serait pas prioritaire, par contre. Ouais, je partage bien ton avis, effectivement. Faut peut-être pas le mettre en haut, en base de la pyramide, mais comme un adjuvant qui peut être utile potentiellement. Je pense aussi à différents profils. Il y en a qui vont se sentir mieux avec un peu ce dont on parlait tout à l'heure, hein, la perception Mm. voilà, du sportif. Et voilà, pour faire une petite dédicace, j'ai un de mes mentors, Rémi Lancou, qui aimait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais qui aimait mettre voilà, l'athlète sur une routine de, comment dire, d'utilisation du foam roller en début de séance, un peu comme un pré-warm-up, et qui lui Ouais. permettait, voilà, pendant 5 minutes, de laisser le sportif rentrer dans la séance, comme il disait, et de pouvoir discuter avec lui, prendre la température aussi.
voilà, de son état de forme physique, mais aussi mentale. Et voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant parce que ça permettait aux sportifs de rentrer tranquillement dans la séance. Ouais. Bah, je partage ce point de vue, si ce n'est que l'outil qui permet de faire rentrer dans la séance n'est pas obligé d'être un foam roller. Ça peut être des Exactement. étirements, ça Ouais, peut être du vélo, ça peut être plein de choses. Ouais. Donc, oui, si c'est l'outil qu'il a décidé d'employer, pourquoi pas? C'est toujours, ouais, voilà, tu vois, exactement. il existe quand même des arguments qui peuvent aller en faveur de leur utilisation. Moi, en général, ce à quoi je m'oppose, c'est l'affirmation, ça permet de. Hmm. Affirmation, niveau de preuve adéquat. Sinon, j'ai pas de raison particulière d'adopter ce type de point de vue, tu vois. Donc, pour le Ok. moment, état de littérature assez flou et qui, à ce jour, ne met pas vraiment en évidence des bénéfices de l'utilisation de rouleaux de massage en dehors des potentiels gains de souplesse. Parfait. Justement, pour continuer un peu sur cet esprit du coaching, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, cet art du coaching, cette Mm. capacité à donner la bonne information, ni plus ni moins. Je crois que parfois, il faut savoir se taire également. C'est pas toujours évident. Et je pense d'ailleurs que ce sont des compétences finalement qui sont utiles pour toutes les personnes qui travaillent avec l'humain. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont, selon toi, les stratégies, les meilleures stratégies pour améliorer notre coaching? Oh, les meilleures stratégies. Je ne sais pas s'il existe de meilleures stratégies. Là, comme ça, la première, en termes d'intuition, le premier truc qui me vient en tête, c'est parler les gars, quoi. Communiquer, merde. Je pense que tu ne gardes pas pour toi et viens partager tes expériences ou alors communique vraiment mieux avec tes athlètes. Euh, bah, il y a plusieurs aspects que l'on peut utiliser. C'est généralement des feedbacks. Si c'est, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Ouais, clairement, clairement, j'aimerais que tu me Ouais, parles de ok. tout ça. Bah, quand tu te retrouves avec une séance, dans une séance avec quelqu'un, tu es systématiquement en train, malgré toi, de vouloir l'améliorer. Bon, ça, c'est en soi, c'est bien sûr, c'est une évidence, mais C'est le tu veux le service qu'ils a corriger. demandé. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il t'a demandé, mais tu veux le corriger souvent. En fait, tu pars du principe que ce que tu vois ou ce que tu as sous les yeux n'est pas la forme adéquate pour qu'il s'améliore, et donc du coup, tu tentes de lui faire passer un cap. Bon, moi j'ai un problème avec le mot corriger. Il n'y a pas forcément de correction à apporter. C'est pas un état mauvais. En fait, il pourrait y avoir des apprentissages sur cette base-là, sans forcément qu'on considère que c'est mauvais. En fait, j'aimerais bien, dans le coaching, justement, en parlant de communication, j'aimerais bien que souvent qu'on enlève les mots qui sont un peu négatifs et qu'on les remplace par des mots qui sont plutôt positifs. Je pense que du point de vue de la motivation, ça serait. Alors, je ne dis pas que c'est un game changer, ce serait vraiment abusé de ma part de dire ça, mais potentiellement, bah, ça aurait plus de bénéfices que sans arrêt faire en sorte de pointer tout le temps qu'est-ce qui ne va pas dans l'exécution de tel ou tel geste ou dans les habitudes d'entraînement de tel ou tel sportif. Ouais, c'est voir un petit peu le verre à moitié plein, tu vois. C'est un peu ridicule ce que je dis, mais bon, peu Ouais, importe. non, mais si. L'idée, c'est ça, quoi. L'idée, c'est ça. Et donc, du coup, pour être sûr, les feedbacks au sens strict du terme, dans le cadre de la didactique ou des sciences de l'éducation, il y en a trois principaux. Enfin, il y en a quatre, mais souvent le quatrième, on a tendance à l'oublier, mais euh, c'est des feedbacks verbaux qui sont dits affectifs, du type allez, vas-y, fonce. Ce genre de, tu sais, tu te mets au bord d'une course, en course à pied, tu vois, une compétition de running, il y a personne qui te donne un conseil euh, correctif, interrogatif, on va voir ce que c'est juste après, ou tout ça. C'est systématiquement affectif. Allez, vas-y, fonce. C'est tout le temps affectif, il n'y a rien d'autre qui sort de la bouche de quelqu'un qui encourage. Donc ça, bon, ça c'est assez rigolo, mais dans le cadre d'un coaching, je ne suis pas sûr que ça soit très utile. Tu vois. Parce que tu n'es pas en compète, tu n'es pas censé entretenir la motivation à performer, tu es censé entretenir la motivation à faire un entraînement sur long cours et sur le long terme et à répéter les séances. Donc, tu es une forme de motivation contextuelle de long cours et pas une motivation aiguë pour une performance donnée. En fait, si la performance ou si l'individu qui souhaite réaliser une performance se plante en entraînement, c'est pas grave.
Tu es là pour entraîner, justement. Tu es là pour que le jour de la compétition, tu performes. Et donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que l'affectif pour maintenir la motivation à performer, ce n'est pas extrêmement utile dans le cadre de nos retours en tant que Mhm. coach élève ou coach client-cliente. Donc, les trois autres potentiels feedbacks que l'on peut utiliser, ce sont des feedbacks positifs, des feedbacks correctifs et des feedbacks interrogatifs. Les feedbacks positifs, ils ont cet avantage qu'ils entretiennent la fameuse motivation dont je te parlais juste avant, celle qui est sur le long cours, celle qui est chronique. En fait, je veux, par le biais de ces feedbacks, entretenir l'idée que venir à l'entraînement, c'est positif. Venir à l'entraînement, c'est bénéfique. Et donc, c'est ça. Mais par contre, sur l'apprentissage, il n'y a pas grand-chose qui est exceptionnel. C'est-à-dire, par exemple, feedback positif, si on prend l'haltérophilie comme exemple, oh, super ton tirage. Bon, bah, c'était positif. Ça entretient l'individu dans une forme d'état mental qui est bénéfique pour lui, optimiste vis-à-vis de sa progression, de son apprentissage, ou Mhm. juste du fait qu'il soit bien dans la séance. Mais ça ne fait rien apprendre à l'individu parce qu'en fait, tu ne lui as pas donné d'indication sur ce qui allait bien ou sur la manière où il a peut-être, le client ou la cliente n'a peut-être pas fait rétrospectivement l'analyse de son geste. Il m'a dit, OK, de souvenir, je l'ai exécuté comme ça, et c'est à cette exécution-là qu'a été associé un feedback positif. Donc cette réflexivité n'a pas été mise en place la plupart du temps. Donc on a besoin de potentiellement deux autres feedbacks qui viennent combler un peu ces lacunes du positif. C'est un feedback correctif ou un feedback interrogatif. Je commence par celui qui est généralement le plus recommandé, c'est l'interrogatif. Il favorise vraiment les apprentissages parce qu'il pose la question et il invite le client ou la cliente à être dans la réflexion et à se demander qu'est-ce qui pourrait me permettre d'améliorer la performance. Autrement dit, tu impliques l'athlète dans la performance. Il n'est pas juste passif vis-à-vis de cette performance, il est aussi co-constructeur de ses habiletés motrices. Et pas simplement toi en tant que grand Manitou qui voit tout de haut et qui est complètement omniscient, tu vois. Ce qui n'est Mhm. pas vrai. Tu n'es pas omniscient du tout et tu n'es pas du tout dans la tête ou dans le corps de ton athlète. Donc, il a aussi besoin de cette part de réflexivité. Ça peut être les feedbacks interrogatifs, ils peuvent être dits divergents ou convergents. En fait, ça dépend de la question que je pose. Euh, Convergent, en général, c'est je pose la question, mais j'attends une réponse. Et divergent, je pose la question, mais j'attends pas forcément de réponse. Ok. Du type, est-ce que tu penses que ton tirage a été bien réalisé lors de ta dernière exécution? J'attends pas forcément de réponse, pas dans l'immédiat en tout cas. J'attends juste que le sportif ou la sportive se pose la question et fasse cette introspection. Dire, OK, j'ai eu telle sensation, peut-être que si le coach me pose la question, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer. Bah, tu sais quoi, on va tenter autre chose et on va voir ce que ça donne sur la performance motrice ou les attentes motrices de mon coach et celles que j'ai ou en fonction de mes sensations. Et le convergent, c'est j'attends une réponse. Donc, typiquement, d'après toi, quelle a été l'erreur observée sur ton tirage? Est-ce que c'est ta triple extension? Est-ce que c'est le fait que tu aies haussé les épaules, etc., etc. Et ensuite, correctif en général, ils sont utiles pour dans l'action, là, tout de suite. C'est-à-dire que à la prochaine répétition que tu vas faire, je t'apporte un élément qui, je l'espère, va permettre d'améliorer la performance sur ton prochain tirage ou sur ton prochain mouvement d'haltérophilie. Tu vois. Le problème de ce type de correction, c'est qu'on a tendance à les surutiliser et à surcoacher. C'est-à-dire qu'on veut surcorriger. On veut toujours voir un problème. Et le truc, c'est qu'il y a toujours des problèmes. Tu ne te retrouves jamais vraiment avec une population élite qui n'a quasiment Robotique. jamais besoin de. Ben ouais, tu es souvent avec des individus qui sont de niveau intermédiaire avancé, ou en tout cas qui ont la prétention de venir vers le plus haut niveau qu'ils peuvent sur une période de temps donnée. Et donc, du coup, il y a toujours à corriger. Il y a systématiquement quelque chose qui, entre guillemets, au regard des standards que l'on a dans sa propre tête, qui sont parfois faux d'ailleurs, euh, il y a toujours quelque chose où on peut faire une remarque et on peut proposer une situation, entre guillemets, dite de correction.
Donc, corriger, oui. Par exemple, pense à engager ton bassin lors de ta triple extension, ou pense à hausser les épaules pour finir le mouvement, ou pense à garder les bras tendus pour éviter de compenser avec une flexion de coude et t'épuiser pour rien sur le tirage. Bah, c'est correctif, mais force est de constater que si je les emploie toutes les 30 secondes, bah, en fait, ça va être contre-productif vis-à-vis des feedbacks qui, eux, étaient positifs et qui cherchaient à entretenir la motivation. Ils cherchent à entretenir la motivation, mais toi, avec ta correction, tu envoies l'image qu'il y a sans cesse quelque chose de négatif réalisé par le sportif ou la sportive. Et donc, bah, que potentiellement, il n'est pas si bon, il n'est pas si bonne que ça, quoi. Tu vois, donc, il y a voilà, avantage, inconvénient de chacun des feedbacks. C'est à plus ou moins long terme qu'un coach est censé savoir les utiliser, mais je pense que ça s'acquiert plus avec l'expérience qu'autre chose. Ouais, je pense aussi. Ouais. Finalement, à quelle proportion tu utilises ces trois différents feedbacks en Hmm. fonction, est-ce que tu l'utilises différemment cette proportion en fonction du type d'athlète ou selon toi, ça doit être du un tiers, un tiers, un tiers? Non, c'est pas un tiers. Euh, J'aurais tendance à mettre en avant à part égale ou avec une légère supériorité les feedbacks interrogatifs. Il faut vraiment développer la réflexivité chez nos athlètes et les inviter à prendre part dans ce processus de construction motrice. Donc, je les utiliserai en priorité, mais je ne les utiliserai pas de manière prescriptive. Je les utiliserai de manière rétrospective. C'est-à-dire que l'individu qui vient de faire sa série ou son exercice, je lui pose la question. Et il verra soit à la prochaine série comment il modifie son geste en fonction de la réflexion qu'il a pu avoir, ou à la prochaine séance. Hmm. Mais pas forcément tout de suite. À l'inverse, un feedback correctif, je peux le mettre en début soit de série, soit en début d'exercice. Parce que j'ai remarqué que sur la session précédente, il y avait, entre guillemets, ce type d'erreur. Je peux lui faire indiquer, enfin, je peux lui indiquer tout court, pardon, et ensuite, on verra comment lui, dans ses apprentissages moteurs, dans son interprétation, il est dans la capacité ou pas de me proposer une, entre guillemets, autre manière d'exécuter l'exercice. Et ensuite, vis-à-vis des positifs, je ne sais pas trop quand les employer ou pas quand les employer. J'aurais tendance à le dire pendant l'action, c'est-à-dire, ah, bien, ce que tu viens de me faire, ton tirage, il était propre. Mais je n'emploierai pas du positif s'il n'y a pas eu, a priori ou a posteriori, deux autres feedbacks interrogatifs et correctifs. Je ne crois pas que ça serve vraiment à quelque chose que d'utiliser du positif s'ils ne sont pas mis en cohérence avec les deux autres. Ok. Un positif isolé, c'est bien pour entretenir la motivation, mais a priori, sur l'apprentissage, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il faut les mettre en cohérence avec les deux autres pour que ça ait vraiment du sens au sein d'une session. Donc, c'est ceux que j'emploierai le moins, mais je les emploierai à des endroits vraiment cohérents par rapport au feedback, notamment interrogatif et puis correctif éventuellement. Ok. En fin de compte, en écoutant ta réponse, on se rend compte que ces feedbacks sont transversaux avec n'importe quel type d'apprentissage et pas uniquement des apprentissages moteurs dans un type de sport, quoi. Ah, oui, bah, dans une salle de classe, typiquement, oui, Ouais, on pourrait les employer en SVT, en maths, comme on peut les employer ouais, ouais, ouais. oui, tout à fait. N'importe Ouais, quel ouais, type exact. d'apprentissage. Ok, Ouais. parfait. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société où tout le monde peut parler, donner son avis et critiquer, notamment via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour parler de sport et de santé, aujourd'hui, j'ai l'impression que les sportifs sont un peu perdus avec le nombre de personnes qui peuvent s'autoproclamer experts. Et du coup, j'aimerais qu'on parle de cette notion d'expertise, parce que c'est Mm. pas toujours évident, même pour les gens qui sont soi-disant experts ou en tout cas voilà, qui ont des diplômes, des certifications. Il y a aussi ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, Finalement, pour toi, qu'est-ce qu'un expert? Sur quels critères on pourrait justement distinguer une personne experte d'une personne juste compétente? C'est compliqué comme question. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de possibilités en termes de réponses. Euh,
Ça dépend comment on aborde la question. Est-ce que je l'aborde du point de vue philosophique? Est-ce que je l'aborde du point de vue psychologique? Ou est-ce que je l'aborde du point de vue directement des sciences du sport? Avec notamment, j'avais fait une newsletter et puis une partie de formation sur le sujet, avec une publication de La Plaza and Champ en 2020, qui avait publié un papier intéressant, mais malheureusement, à ma connaissance, c'est le seul sur le sujet, qui se posait la question de savoir comment on fait la distinction entre un individu compétent et un individu expert en termes de préparation physique, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait, ce n'était pas le sport lui-même, c'était la préparation physique. Et en fait, ils avaient posé la question à un panel de 80 préparateurs physiques qui avaient beaucoup d'expérience, puisque bon, j'ai pris mes notes parce que sinon je ne me souvenais plus de l'étude en elle-même, mais il y avait 80, oui c'est ça, 80 préparateurs et préparatrices physiques, essentiellement des hommes, hein, il y a 95% d'hommes. 91% d'entre eux ont plus de 10 ans d'expérience. Euh, Ils étaient, pour 60% d'entre eux, ou 70% d'entre eux, même quasiment, ils avaient un master dans les sciences du sport. Mais par contre, c'est exclusivement du sport collectif aux États-Unis. Donc, avec ce type d'études, type qualitatif, on est obligé de prendre des pincettes sur les contextes. Parce qu'en réalité, du point de vue culturel, les États-Unis ne sont pas la France. Et donc, ça veut dire que la vision de ce qu'est l'expertise en fonction du type de sport ou en fonction du pays et de sa culture ne pourrait différer vraiment beaucoup. Et je pense que les réponses qui ont été données par nos préparateurs et préparatrices physiques dans cette étude n'auraient pas du tout été les mêmes en France. Je ne crois pas, en tout cas, qu'elles auraient été identiques. Donc les auteurs ont fait 3 catégories pour poser la question comment on distingue un individu compétent de quelqu'un dit expert. Ils ont abordé le domaine des compétences, le domaine des savoirs et le domaine des expériences. Pour le domaine des compétences, un individu compétent, il est censé communiquer ce qu'est une bonne technique avec des gros guillemets, notamment une bonne technique d'exercice, une bonne technique d'exécution. Il est censé donner des indications, des indices verbaux qui sont simples. Il est censé démontrer techniquement ce que cette technique-là et il est censé avoir une relation positive et une communication apaisée avec le staff et les individus qui entourent la préparation physique, que ça aille du kiné au médecin, etc., etc., à l'entraîneur. Donc ça, c'est du point de vue des compétences. Par contre, du point de vue des experts, le premier critère qui revient, c'est l'humilité. À savoir, un expert, du point de vue de ses compétences, devrait être humble, dans le sens où il y a systématiquement toujours quelque chose de plus à apprendre. Les données, les savoirs ne sont jamais figés, les compétences non plus, et donc il faut toujours évoluer, il faut toujours être curieux, il faut toujours échanger avec quelqu'un d'autre. La communication doit être simple et claire, bon ça c'est pas très étonnant, et ensuite cette communication elle doit être au service d'un développement de long terme. C'est pas simplement pour la séance ou pour corriger un exercice. Si jamais je mets en place une communication, alors elle doit s'inscrire dans un plan plus large, plus global en fait. Et pas simplement en aigu, c'est du chronique quasiment tout le temps. Du point de vue des savoirs, je te le fais rapidement parce qu'il y a plein de choses qui ont été mises en avant, mais quelqu'un de compétent est censé avoir une compréhension élevée des techniques d'exercice, il doit savoir quand et quoi corriger, ça on en a touché 2 mots juste avant avec les feedbacks notamment. Il doit savoir gérer un groupe et puis globalement faire respecter les règles. À partir de là, vous avez dans cette catégorie savoir, vous pouvez être dit entre guillemets compétent. Un expert, par contre, il a des connaissances solides sur les méthodes et les gestes d'entraînement. Il peut prodiguer des conseils simples et efficaces. Comme tu le disais tout à l'heure, il n'en fait pas trop non plus. Il fait là où il doit être. Globalement, c'est une forme de juste milieu, mais bon, qu'importe. Et ensuite, il a des relations interpersonnelles avec les athlètes qui sont plutôt positives. En tout cas, tout du moins, on l'espère. Positif, ça ne veut pas forcément dire qu'on est potes, mais ça veut dire qu'on se respecte mutuellement et qu'on se met au service l'un de l'autre. Donc, c'est pas forcément oh, il m'a pas fait le check ce matin, il doit me faire la gueule. Non, c'est est-ce que la séance et les retours que je lui fais le servent ou non. Si ça ne le sert pas, alors
potentiellement, c'est qu'il y a une question d'ego ou il y a une question d'autre chose, mais ce n'est pas une relation interpersonnelle très positive et ça ne va pas dans le sens du plan général de l'amélioration de la performance. Et c'est notamment vrai dans les sports collectifs où, bah, en fait, tu n'es pas tout seul, quoi. Il y a une équipe qui est là, dont tu dois gérer l'entraînement, et c'est pas juste un sportif ou une sportive duquel tu t'occupes. Et ensuite, du point de vue des expériences, là, ça se rapproche quand même les deux. Globalement, ils sont censés avoir une variété, une multitude d'expériences, variété de sports, 5, 9 ans, 10 ans d'expérience souvent. Et puis, il y a une notion de mentorat qui est souvent mise en avant dans le cadre américain, savoir que se faire prendre en charge ou prendre en charge d'autres individus qui ont les mêmes aspirations que toi, c'est assez positif. Dans le sens où s'il y a du, ouais, s'il y a du stagiaire, typiquement, il a décidé que tu serais son maître de stage pour des raisons administratives ou que tu serais son mentor parce qu'il le veut et parce qu'il te respecte, Mhm. bah, tu es censé lui essayer, tout du moins, de discuter avec lui pour voir, pour lui développer ses propres méthodes, pas pour qu'il adopte forcément la tienne. C'est j'ai ma méthode. Maintenant, j'aimerais bien que, en tant qu'élève et en étant expert et donc humble d'une certaine façon, je sais que tu pourrais me dépasser. Je sais que tu pourrais proposer des alternatives qui sont plus pertinentes que celles que j'ai pu proposer avec mon expérience. Et donc, c'est un peu la phrase. Alors ça, c'est un truc que j'avais lu au Jardin des Plantes à Toulouse, parce que quand j'y habitais, c'est ne cherche pas ce que le maître fait, cherche ce qu'il cherche, en fait, d'une certaine façon. C'est donc et les mêmes objectifs que lui, mais pas forcément le même chemin, quoi. C'est pas suivre ses traces au sens strict du terme. Donc c'est un peu dans ce sens-là que le mentorat est utilisé dans cette étude-là et que c'est justifié. Mais par contre, il y a un bémol avec cette étude essentiellement. En fait, il y en a même deux. Allez, trois. Un, c'est un contexte américain. Encore une fois, je suis sûr qu'en contexte français, on n'a pas exactement le même type de réponse. Deux, c'est une seule étude. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc, Mhm. bien faire avec toutes les limites que ça a, surtout sur un échantillon de 80 personnes. Et puis trois, je ne sais plus. Ah si, trois, on n'a pas demandé à justifier leur point de vue. Ils les ont juste annoncés. Autrement dit, on n'a pas les arguments qui viennent soutenir leurs allégations. Et il y a plein de trucs que, à titre personnel, j'aimerais discuter quand même. Tu vois, il y a plein de choses qui me semblent discutables, du type communiquer la bonne technique. On pourrait discuter des heures de ce que ça veut dire avoir une bonne Mhm. technique. En fonction de à quoi tu ressembles, en fonction de ton passé sportif, en fonction du sport que tu pratiques. Bonne technique, ça veut tout et rien dire. Et donc, du coup, est-ce que je suis censé être expert de toutes les bonnes techniques ou est-ce qu'il y en a quand même une que certains préparateurs ont en tête, tu vois. Donc, bon, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais il y a ce genre de choses. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait la distinction dans le coaching ou dans la prépa physique entre un expert et quelqu'un de compétent. Mais ça fait beaucoup de critères qui mettent plus de flou qu'autre chose, franchement. Ouais, mais je pense que ça nous fait à tous réfléchir. Mais j'aimerais rebondir sur la notion d'humilité que je trouve assez intéressante et ça me fait penser à cette fameuse courbe de Dunning-Kruger où on a, tu sais, le nouveau diplômé qui croit tout savoir parce qu'il a lu deux, trois papiers et puis parce qu'il vient juste voilà, de finir son école ou que sais-je. Et au Mm. final, au fur et à mesure de l'apprentissage professionnel, eh ben, en fait, tu te rends compte que tu ne sais rien et on se rend compte que bah, finalement, plus on pousse des portes, plus finalement on est ignorant. Et au fur et à mesure de notre apprentissage, on arrive petit à petit à remonter un peu la pente sur nos connaissances. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui m'a fait penser à ça par rapport à ce que tu viens de dire, en fait. Tu sais quoi, je vais un peu te taper sur les doigts Ah ouais? parce que ce que tu viens de décrire, ça n'est pas l'effet de Dunning-Kruger. D'accord. Alors, c'est quoi, La, dis-moi? non, la fameuse courbe que tu me décris, elle sort de nulle part. On ne Ok. sait pas quelle est l'origine de cette courbe. Et en fait, l'effet Dunning-Kruger de la publication des deux chercheurs dont ça porte le nom, Dunning et Kruger en Ouais. psychologie, c'est dans les années 90, fin des années 90, la courbe n'a rien à voir avec ça.
Ok. Aucun rapport. Aucun rapport. Bon, Non, autant aucun pour moi. rapport. Donc, du coup, non, mais elle tourne partout, cette courbe. T'inquiète, c'est normal que tu la partages parce qu'en fait, elle est omniprésente à droite, à gauche. Mais Dunning et Kruger n'ont jamais publié cette courbe et l'interprétation de cette courbe n'a rien à voir avec les résultats originaux de Dunning et Kruger. Ok, Ouais. Donc, ça du coup, je marche. t'enverrai la publication et le vrai résultat de Dunning et Kruger. Et ça dit pas ce que dit cette courbe. Cette courbe est sortie sûrement d'un bouquin de développement perso ou de je ne sais quoi, mais pas de science. Ok. Génial, génial, génial. On en apprend tous les jours. Merci à Ben toi, voilà. Mathias. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, et finalement, moi, ça me fait penser à l'esprit critique. On a vu quand même que tu avais cet esprit-là en toi. Et j'aimerais que tu nous parles de la pratique de la zététique, un concept dont j'avais entendu parler de base par Clément Noblet. Hmm. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Hmm. Euh, Zététique, c'est un mouvement, mais c'est un vieux mot qui a été ressorti il n'y a pas longtemps par un monsieur qui s'appelle Henri Brock, qui était enseignant alors de souvenirs en physique moléculaire, je sais plus, je crois que c'est ça, mais bon, qu'importe si on pourra me corriger si je dis une bêtise, à l'université de Nice à Clampolis. Et il a sorti ce mot d'un vieux mot latin, zaitétikos, qui voulait dire qui aime chercher en grec. Donc la zététique, ça vient de là, c'est des mouvements intellectuels qui sont proches du scepticisme, de Pirandellis, euh, et aujourd'hui, de manière plus moderne, très proche des mouvements dits rationalistes, c'est-à-dire utiliser la raison comme l'outil principal d'investigation de réel sur le monde, y compris quand ce dernier n'est pas forcément scientifique. Hein, la science n'a pas réponse à toutes les questions que l'on se pose. Hein, les questions morales et éthiques, par exemple, ne dépendent pas spécialement de la science. Elles peuvent en dépendre partiellement, mais pas totalement. Il existe des productions de connaissances esthétiques, des productions de connaissances morales, éthiques, et des productions de connaissances épistémologiques et scientifiques. Et donc, du coup, c'est un peu. Les mouvements rationalistes sont proches de l'utilisation de la science et de la rationalité, notamment de l'utilisation de la logique, pour investiguer le réel, pour investiguer nos croyances. Pourquoi on croit ce qu'on croit. Comment ça se fait que typiquement tu avais cette courbe Dunning-Kruger en tête alors qu'elle ne sort pas de la publication de Dunning et Kruger dans les années 90. Comment ça se fait que tu aies construit et admis l'idée que cette courbe était vraie? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire confiance à un individu à un moment qui t'a partagé cette courbe? Tu vois, ce genre de choses. C'est Hmm. ce type de questions que pose la zététique. Et les membres à l'heure actuelle sont plutôt intéressés par tenter d'élaborer le vrai, notamment à partir de la méthode scientifique. Mais je ne dis pas que c'est une bonne chose parce que parfois ils ont des attitudes de communication qui sont pitoyables, qui sont vraiment pitoyables. Quand on pratique cette zététique, est-ce que finalement on n'est pas à s'attirer les foudres de ceux qui n'ont pas, qui ne développent pas leur esprit critique? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Hmm. Euh, Il y a un enseignant-chercheur en psychologie cognitive qui s'appelle Hugo Mercier, qui défendra plutôt l'idée dans un bouquin qui s'appelle Pas né de la dernière pluie aux éditions Human Science, ceux et celles que ça intéresse, euh, qui traitera essentiellement de l'idée que on a tous une forme d'esprit critique, tous et toutes. Il n'y a personne qui est complètement lésé d'esprit critique, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on se ferait tromper de nombreuses fois au cours de nos vies. Et donc, en fait, on dispose tous de certains mécanismes cognitifs pour nous protéger des fake news, pour nous protéger des fausses infos, pour nous protéger, etc. On n'est pas aussi idiots et idiotes que ce qu'on veut bien nous laisser penser. Donc ça, c'est une première chose, c'est un premier élément de réponse. Peut-être que la question, c'est pas tant de savoir est-ce qu'on s'attire les foudres des individus qui, entre guillemets, manquent d'esprit critique. En fait, probablement personne n'en manque. La différence, c'est la méthode que l'on utilise pour accéder au réel ou pour accéder à ce qui relève du vrai et du faux d'une certaine façon, ou au moins du vraisemblable, c'est-à-dire une forme de proximité avec la vérité. Les outils qui sont employés par la zététique, rasoir d'Occam, rasoir de Hanlon, les biais cognitifs dans tous les sens, etc., la rhétorique ou les éléments rhétoriques, les paralogismes, les sophismes,
il y en a 800. On a besoin d'une certaine forme d'éducation sur le sujet. C'est-à-dire que si tu ne développes pas ces connaissances-là précises autour de la rhétorique, autour des biais cognitifs, autour des sophismes, autour de la logique, autour de la méthode scientifique, il est évident que toi et moi ne partirons pas des mêmes bases pour tirer les conclusions ou pour essayer de se rapprocher de ce qu'on pense être vrai. Là, je pense que le conflit, il est essentiellement là, quoi. Il n'est pas Hmm. forcément sur le fait, est-ce que tu disposes d'un esprit critique ou pas? Oui, tu Ouais. en disposes d'un, mais peut-être que tu pars pas des mêmes bases épistémiques que moi. Et donc, du coup, la question, enfin, la conversation initiale que nous sommes censés avoir, c'est potentiellement, et toi, comment tu tires des conclusions? C'est-à-dire, quelle est la méthode que tu utilises pour tracer la frontière, si jamais elle est vachement poreuse, mais enfin bon, essayer de tracer la frontière entre ce qui relève du vrai, du Ce plus qui vrai relève du faux. et ce qui relève du faux, tu vois. Ouais. Donc, du coup, si on n'est pas d'accord sur la méthode à l'initiale, bah oui, on risque de s'attirer quelques foudres, oui. Donc, mais bon, encore une fois, tu peux prétendre utiliser la méthode scientifique et ne pas être en accord avec les fameux zététiciens et zététiciennes qui sont censés l'utiliser également. Donc, Est-ce que quand on parle de zététique, on le corrobore forcément avec la science ou est-ce qu'on peut se permettre une certaine forme de croyance dans cette pratique-là? bah, je vais t'embêter un peu, mais la science est une croyance. Ok. Mais ça dépend comment je définis croyance. Ouais. C'est-à-dire que si je définis croyance dans le sens je tiens pour vrai que, alors d'une certaine façon, la production des connaissances issues de la méthode scientifique sont des croyances. Je tiens pour vrai que la Terre est plus sphérique que plate. Je tiens pour vrai que la musculation est plus efficace que la course à pied pour développer sa masse musculaire. Ce sont des allégations qui, dans une certaine mesure, peuvent être investiguées sur le plan scientifique et donc sont plus ou moins, en tout cas, il est légitime de se poser la question de l'acquisition des connaissances scientifiques pour ce type de questions-là. Encore une fois, pas pour toutes les questions. La science n'a pas pour but de répondre à toutes les questions du monde, mais globalement, l'idée est à peu près là. Alors, oui, il existe des croyances chez n'importe quel être humain, donc a priori, les zététiciens et les zététiciennes n'en sont pas dépourvus. Parfois, ils font des affirmations fausses et parfois, ils se trompent de méthode. Parfois, ils communiquent vraiment comme des glands et donc ça les fait paraître particulièrement hautains et particulièrement, ouais, ils ont ce que une amie et collègue Séverine Falkovitz dirait, il manque d'humilité relationnelle. C'est-à-dire que il faudrait apprendre à communiquer avec autrui quand même. D'ailleurs, j'en toucherai un mot, ça sera mon mot de fin pour tout à l'heure, mais globalement, apprendre à communiquer, c'est quand même vraiment l'essentiel, c'est-à-dire ne pas prendre le reste de haut. Hmm. Quand, supposons que je discute, je te dis une bêtise, avec mon frère, il a un BPGEPS à qui, il y a quelques années maintenant, j'ai un master. Quand il s'agit de produire des connaissances dites scientifiques, il est vraisemblable que mon master soit plus indiqué, ou en tout cas indique mieux mon niveau de compétence sur ce point-là que le BPGEPS de mon frère. Mais quand il s'agit de coaching, je suis censé être humble du point de vue relationnel. Alors c'est mon frère et je l'emmerde et j'ai bien le droit, mais c'est parce que c'est mon frère, pas parce que je suis un sale con. Non, mais tu comprends l'idée, c'est que je Bien suis sûr. censé faire preuve de plus d'humilité dans la manière dont je communique, à commencer par me dire que peut-être que l'autre a des choses très intéressantes à me dire, il a acquis des connaissances qui peuvent être solides, pas forcément par l'acquisition dite scientifique, mais par une autre voie d'acquisition de connaissances, et que bah, je ne sais pas tout. Donc en fait, il va peut-être pouvoir m'apprendre des choses. Et si jamais je suis en désaccord avec lui, je ne suis pas obligé d'être une grosse tanche et de l'insulter ou de le rabaisser ou de lui dire, bah, de toute façon, si tu as tort, c'est évident, c'est parce que tu as un BPGEPS, tu n'es pas dans la capacité de comprendre ça, tu vois. Tu vois, souvent, c'est une guéguerre. Si je me permets de donner l'exemple BPGEPS TAPS, c'est parce que souvent, c'est la guéguerre entre les deux. C'est un peu ridicule, ça n'a aucun sens. Mais bon.
Tu vois, donc plus d'humilité relationnelle et plus d'humilité épistémique aussi, dans le sens où on n'a pas la science infuse. Produire des connaissances, ça ne tombe pas dans les mains comme ça de tout le monde, en tout cas des connaissances fiables. Se produire des connaissances, c'est facile, mais produire des Mhm. connaissances fiables, c'est moins évident. Et donc, il y a aussi besoin d'un apprentissage. On ne sait pas tout sur tout, sur tous les domaines. Et donc, ben, par exemple, au cours de ce podcast, tu m'as posé des questions, j'ai dit, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Je ne vais pas donner mon avis perso, j'ai un truc que je n'ai même pas étudié, tu vois. Donc, un poil d'humilité de temps en temps, ça fait pas mal. Ok, Et les ok. étés. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, bah, non, phrase entre guillemets de fin. Les esthéticiens et les esthéticiennes à l'heure actuelle, la communauté telle qu'elle se compose sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à travers de multiples vidéos, est malheureusement bien souvent dépourvue d'humilité relationnelle et d'aptitude à communiquer qui sont assez pathétiques. D'accord, mais donc un zététicien sait ce qu'il ne sait pas, mais J'aimerais pas, bien. pas En forcément, théorie, il est mort. d'accord. Mais est-ce que justement il sait aussi, est-ce qu'il remet constamment en cause même ce qu'il sait, En théorie, il en est censé théorie? le faire. Il est censé Mais du coup, tu insister. rentres dans une boucle infernale de jamais en fait te reposer sur des fondations. Et en fait, ouais, je trouve que je trouve qu'en fait le concept est assez intéressant parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et c'est pour ça que je te remercie en tout cas de parler de ça. Très clairement, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai cru que c'était une blague. J'avais Non, et pas ouais. du tout la référence grecque, excuse-moi. Et donc, je trouvais assez intéressant de pouvoir parler de ça. Non, non, mais bah, enfin, ce que tu m'as décrit justement, c'est une méthode dite hypercritique, Mhm. c'est-à-dire que tu viens sans arrêt en train de dire, non, mais est-ce qu'on est sûr d'être sûr? Est-ce que ces connaissances, quels ont été les fondements de ces connaissances-là et quels sont les fondements des fondements? Et en fait, tu remarques que tu es sans arrêt et à l'infini en train de poser la Ouais, question des fondements. C'est pour ça que les philosophes qui traitent de la question ont largement abandonné depuis très longtemps ces questions-là, parce qu'ils ont admis, ils et elles ont admis que ben, il n'y avait potentiellement pas de fondement à voir, ou si jamais il y avait des fondements, il fallait leur faire confiance parce que sinon on n'avance pas. C'est comme en prépa physique, hein, il y a des principes généraux basiques qui sont euh, admis. qui sont admis et qu'on est un peu obligé d'utiliser. Si tu commences à me dire, est-ce qu'on est vraiment sûr que l'entraînement fait progresser pour atteindre des objectifs? Quels sont les fondamentaux de ça? Oh putain, super quoi. Bah, bon, bah ok, mais j'arrête mon métier. Non, tu vois, j'exagère un peu, mais questionner le fondement de manière cyclique comme ça n'aboutit qu'à une chose, c'est la propre remise en question de son existence. Donc, c'est pas une très bonne chose. Du point de vue psychologique, c'est pas une bonne chose. Donc, non, Parfait. c'est pas le but. Il y a des principes séculaires que tu utilises en prépa physique que tu peux aussi utiliser dans le cadre de la rationalité. Mm. Par exemple, admettre qu'il existe un réel autour de toi et qu'on y a accès. Parce que s'il n'existe pas de réel et que tu n'y as pas accès, à quoi ça sert que je mette en place des protocoles scientifiques ou Mm. que je prétende acquérir de la connaissance par l'observation ou l'expérience? Exactement. Parfait. Pour rester sur l'aspect aussi de la recherche scientifique, dans un article que tu as écrit, tu dézingues l'échelle Pedro, que tu cites comme étant une arnaque, Hum, surtout en sciences du sport. Est-ce que hum. déjà tu peux nous décrire ce que c'est pour les non-initiés et pourquoi tu as cet avis? L'échelle Pedro, c'est une échelle qui a été proposée à la fin des années 90, qui a été validée parce qu'elle est reproductible comme échelle et qui vise à l'évaluation de la qualité méthodologique d'une étude. Ou pour reprendre des termes un peu plus précis, l'échelle Pedro est une échelle d'évaluation de la validité interne d'une étude, autrement dit de sa qualité méthodologique avant et d'abord. Même si le premier point de l'échelle Pedro, c'est une validité dite externe parce qu'elle concerne des critères d'inclusion de l'étude. Mais lorsqu'on fait le calcul et qu'on met le score à la fin, on ne compte pas ce premier point. Donc on ne comptera vraiment que les 10 autres points, puisque c'est noté sur 10, de validité dite interne, donc de qualité méthodologique et de risque de biais d'une étude. Donc sur ces 10 points, il y a des points tout à fait classiques du type la randomisation,
Est-ce qu'on a mis de manière aléatoire dans un groupe ou dans un autre? Est-ce que la location, c'est-à-dire cette mise en aléatoire, s'est faite de manière aveugle ou pas? Est-ce qu'on dit qu'elle a été conciliée? Et ensuite, est-ce que les évaluateurs ou les évaluatrices ont été en aveugle? Est-ce que les individus ont été en aveugle? Bref, simple, double, triple aveugle. Voilà, c'est des conditions méthodologiques que l'on cherche à évaluer en lisant l'étude. On note, ça nous donne un score final et ça nous donne une forme d'évaluation générale, une estimation des risques de biais d'une étude, savoir si elle est très fortement biaisée, modérément biaisée, ou si les risques de biais sont relativement faibles. Et auquel cas, si les risques de biais sont relativement faibles, c'est cool, ça signifie potentiellement qu'une étude est de bonne qualité, de bonne facture, et qu'on peut au moins à peu près être sûr que les résultats qui sont partagés ne dépendent pas de biais méthodologiques, mais dépendent potentiellement vraiment des variables que l'on cherchait à investiguer. Donc ça, c'est l'utilité initiale de l'échelle Pedro, comme il existe plein d'autres échelles qui évaluent sensiblement la même chose. Pedro, ça a été essentiellement mis dans le cadre de la kinésithérapie et de certains protocoles, entre guillemets, médicaux, paramédicaux ou thérapeutiques. Sauf que ce n'est pas le cas des sciences du sport. Le contexte n'est pas tout à fait le même. Et puis, je reviens sur les sciences du sport juste après. Il y a 3 points qui m'agacent dans l'échelle Pedro de manière très forte. C'est 3 points essentiels. Le premier point, c'est la randomisation, c'est-à-dire le premier critère, ou pour être plus exact, le deuxième critère. Puisqu'encore une fois, le premier, c'est le critère d'inclusion, mais on ne l'utilise pas dans l'évaluation. Donc, le deuxième critère que l'on note, c'est est-ce que l'étude a été randomisée ou non? Très bien, c'est un élément essentiel, sauf qu'il faudrait aussi préciser la méthode de randomisation. Parce qu'en fait, toutes les méthodes, du point de vue méthodologique, ne se valent pas. Il y a des randomisations par bloc, il y a des randomisations libres ou non contraintes, il y a des randomisations dites matchées sur la base de certains critères parce qu'on souhaite que les valeurs basales soient identiques. Bref, il y a tout un tas de critères comme ça où on peut se poser la question de la validité de la méthode de randomisation qui est utilisée. Or, souvent, les chercheurs et les chercheuses ne précisent pas cette méthode. Et c'est dommage, parce que ça pourrait être un biais supplémentaire au sein d'une étude. Il y a certaines euh, manières d'attribuer aléatoirement qui sont des faux hasards, qui malheureusement répètent des patterns, et donc pourraient aboutir à un biais dit de sélection au sein d'une étude, et ça peut modifier la magnitude des faits ou la taille des faits. Donc ça, c'est un premier problème avec Pedro, c'est qu'il n'évalue pas ça. Et donc, du coup, on pourrait se faire avoir sur le biais de sélection, qui est vraiment un biais majeur au sein des études. Et les deux autres aspects qui m'agacent particulièrement, c'est sur l'item 10 et sur l'item 11, c'est qu'est-ce qui est rapporté. Donc, c'est les niveaux de transparence ici qui sont jugés par l'échelle Pedro. Et globalement, à partir du moment où les chercheurs et les chercheuses ont rapporté les résultats, ont fait des analyses stats, c'est bon, tu leur as donné 2 points sur 10. Il y a 20% de la note qui dépend du fait que tu aies juste affiché les résultats et que tu aies fait des analyses stats sur les points essentiels ou les points clés des analyses. Mais c'est ridicule, heureusement qu'ils ont fait ça. Heureusement qu'ils ont partagé les résultats et qu'ils ont fait des analyses stats, sinon j'interprète quoi dans une étude? Je ne vais pas juste interpréter la phrase oui, il y a une différence. Bah non, certes, une étude, c'est un témoignage, mais enfin, j'attends un niveau de témoignage supérieur à celui de Madame Michel qui habite à côté et qui m'a rapporté qu'elle avait mangé des carottes, tu vois. J'attends autre chose, tu vois. Et donc, du coup, ces 2 points-là, ça m'agace particulièrement parce que tu donnes des points gratuitement à une étude, alors que vraisemblablement, ce n'est pas un critère particulièrement pertinent à évaluer. Ou alors, si on l'évalue, parce qu'effectivement, parfois, il y a des études qui ne rapportent rien du tout, et ça, c'est la honte, et je ne sais pas comment elles peuvent être publiées, mais ça ne devrait pas prendre autant d'importance dans l'évaluation. Il devrait y avoir une pondération des critères en fonction de leur importance. Tu vois. Donc voilà ce que j'ai à reprocher à Pedro. Ça ne marche pas beaucoup du point de vue général. Il existe d'autres échelles qui sont plus précises, plus nuancées, comme c'est le cas par exemple de ROB2, donc Risk of Biais 2. C'est l'outil d'évaluation des risques de biais de la Cochrane sur les essais contrôlés randomisés, parallèles en cluster, within. Il existe plein de déclinaisons, mais globalement, ça marche beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup plus précise et elle laisse un peu plus part à l'interprétation, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et dans le sport, ce qu'on pourrait reprocher à Pedro,
Bah, c'est essentiellement que des conditions d'aveugle, donc des pieds dits de performance, on ne peut pas forcément les mettre en place. C'est-à-dire qu'une intervention, tu sais si tu appartiens au groupe qui s'est entraîné lourd ou qui s'est entraîné léger. Tu sais si tu appartiens au groupe qui a fait 15 séries au lieu de 10. Donc en fait, mettre des conditions aveugles et tenter d'éviter des biais de performance, ça ne marche pas beaucoup dans les sciences du sport. Donc il faut d'autres critères que ceux-là pour évaluer la qualité méthodo d'une étude en sciences du sport, ou du moins des essais contrôlés interventionnels, tu vois, ceux qui proposent des méthodes d'entraînement et qui cherchent à vérifier leur efficacité. Donc pour ça, des échelles comme Testex, bien qu'elles ne soient pas parfaites non plus du tout, ou SmartLD. SmartLD, c'est une échelle qui a été proposée par Brad Schoenfeld, mais qui est encore en préprint, donc un peu de modération. Elle n'a pas encore passé la revue par les pairs et la publication officielle. Mais bon, les aspects qui sont soulevés sont importants parce qu'ils tiennent compte des caractéristiques de l'entraînement et des variables qui sont autour de l'entraînement, à commencer par les apports nutritionnels, par exemple. Ce que ne fait pas Pedro. Par exemple, si je quantifie les gains de masse musculaire parce que j'ai vu qu'un haut volume d'entraînement, c'était utile ou pas, en fonction de, voilà. Euh, ben, si les individus ont des apports protéiques à peu près identiques entre les groupes, bon, ben, c'est tant mieux, ok, c'est une variable qui, a priori, ne rentre pas dans l'équation. Mais s'ils sont très différents, ben, potentiellement que les gains de masse musculaire, ils auront pu être au moins partiellement guidés par l'apport protéique et pas par l'apport et pas l'entraînement stricto sensu. Bon, ben, les échelles comme Testex ou SmartLD, elles en tiennent déjà un peu plus compte de ça. Donc, c'est des aspects précis des sciences de l'entraînement dont il faudrait tenir compte, et Pedro ne le fait pas. Donc, du coup, utiliser Pedro dans les sciences du sport, ça me semble être une erreur assez classique, trop classique malheureusement, et qui ne tient pas vraiment, enfin, ouais, qui n'est pas adapté juste pour ce type de science. Ok, mais pour toi, ça reste quand même pertinent pour du médical, par exemple? Bah, dans le médical, il y a ROP 2, quoi, hein. Ouais. Il y a une autre échelle, hein, c'est ROP 2. Elle est plus difficile à utiliser, elle est plus longue, mais elle est tellement mieux construite que, en tout cas du point de vue des chercheurs et des chercheuses, ROP 2 prioritaire, je pense. Mais de nos points de vue, à toi et moi, pour estimer la qualité d'une étude et savoir si on est en train de se faire avoir avec des risques de biais ou si c'est vraiment une influence des interventions, Pedro peut ne pas être mal pour avoir une forme d'estimation. C'est rapide à utiliser, ça ne fait pas perdre beaucoup de temps, et tu as une forme d'estimation pour les biais principaux. On va dire que peut-être, ça peut être utile. Mais Ok. ouais, c'est vraiment un contexte particulier pour la vulgarisation scientifique éventuellement. Ouais, non, mais tu nous as ouvert les yeux, je pense, sur bah, justement, encore une fois, de se développer son esprit critique et de se dire, OK, il y a des biais dont tu viens de nous parler sur cette échelle et à nous d'en prendre connaissance et voilà, de s'adapter à ça quand on va lire des papiers, quoi. Ouais. Bah tiens, rapidement, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire, notamment l'esprit critique. Il y a une doctorante, alors je ne sais pas si elle a soutenu sa thèse ou pas, mais à ma connaissance, dernièrement, elle était doctorante, Charlotte Barbier. Elle traite de l'esprit critique, notamment dans le cadre des enseignements. Et elle fait remarquer au sein d'un live de Futura Science, là, qui était particulièrement intéressant et qui traite justement de l'esprit critique. Qu'est-ce que c'est? Comment les scientifiques abordent cette question et les philosophes aussi. Ben, en fait, pour avoir de l'esprit critique, il faut avoir beaucoup de connaissances sur un sujet particulier. Si tu veux de l'esprit critique en sciences du sport, assure-toi d'avoir un bon niveau de connaissances en sciences du sport. Si tu veux être spécialiste ou avoir de l'esprit critique sur l'intelligence de jeu dans les sports collectifs ou en basketball, assure-toi d'avoir de bonnes connaissances en basketball sur la contrainte notamment de l'activité et puis éventuellement sa régulation politique, ses règles, etc. Tu vois. Donc développer son esprit critique, c'est pas juste des compétences, ce ne sont pas des compétences et des caractéristiques qui sont externes à la connaissance. Au contraire, les deux s'imbriquent vraiment l'une dans l'autre et avoir des connaissances sur un domaine, c'est déjà être dans la capacité plus ou moins de faire preuve d'esprit critique. Parce que tu connais les limites Mm. de ton champ d'expertise ou de ton champ de connaissance. Ok, bah écoute, c'est très clair. En tout cas, merci pour cette précision. Je vais te poser ma dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast?
Bon, mais du coup, pas Vassilis, puisque tout le monde te l'a réclamé déjà. Mais Barbara Vulpinari, je ne sais Ouais. pas si. Voilà. Donc, Barbara, ça serait chouette de l'inviter, plutôt spécialisée donc, dans le domaine de la nutrition, sportive entre autres, mais surtout autour, tout ce qui tourne autour de la femme, des cycles menstruels, de l'aménorrhée hypothalamique, et puis surtout enfin, surtout, entre autres, de la prise en compte des femmes dans le cadre sportif parce qu'en fait, il y a un biais sexiste majeur dans les sciences, dans le sport et dans les sciences du sport, malheureusement, c'est que les femmes sont complètement oubliées, quoi. Mais Hmm. complet, à l'étude, quasiment jamais de femmes, la plupart du temps des hommes. Et donc, du coup, c'est bien aussi de se faire taper sur les doigts et de mettre en avant qu'il existe aussi des données chez les femmes et ça met en avant les limites ouais, de nos connaissances. Donc Barbara est tout indiquée pour ça. Donc je fais ma passe décisive à Barbara Vulpinari. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on a déjà fait de nombreux podcasts sur les femmes dans le sport. Je serais ravi de pouvoir avoir Barbara sur le podcast et ça pourra Oui, étayer davantage le propos, notamment sur ces questions de nutrition. Je sais qu'elle est aussi ouais, un petit peu enfin même beaucoup, il me semble, sur les problématiques liées aux menstruations, etc., au cycle tout à fait. menstruel. Donc ouais, Ouais. ça serait top. Mathias, je te laisse le mot de la fin. Ok. Le mot de la fin alors. Bon, comme je te le disais tout à l'heure, apprendre à mieux communiquer. Je vais râler un peu, mais le contenu informationnel sur les réseaux sociaux liés au sport est pathétique. Il est d'un niveau particulièrement faible. Globalement, c'est Mm. 95% de très mauvaises connaissances et 5% de choses particulièrement utiles. Et donc, du coup, pour essayer d'améliorer ça, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on communique un peu mieux que ce qui est visible à l'heure actuelle. Il n'y a pas plus tard que quelques heures, les gens se font insulter et inviter au suicide parce qu'ils sont en désaccord avec d'autres personnes très influentes. Donc voilà, c'est le type de communication qu'on n'aimerait pas avoir dans le Mm. sport et sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on on grandirait, on ressortirait grandi d'être un peu plus humble sur la communication, sur la relation et éviter de prendre nos autres interlocuteurs ou collègues pour des tanches. En fait, peut-être qu'ils sont un poil plus compétents que ce qu'on pense, ou peut-être qu'ils ont des choses vraiment intéressantes à dire. Et quand Mm. bien même on serait en désaccord, ça ne justifie pas grand-chose de ces guéguerres ou de ces insultes. Donc, s'il vous plaît, un peu plus d'humilité, une meilleure communication, ça ferait le taf déjà pas mal, quoi. Sage parole. On va terminer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Mathias, pour cet épisode qui est riche. Tu m'as fait Merci à beaucoup toi. réfléchir et je pense que tu as fait réfléchir tous les auditeurs, en tout cas tous ceux qui sont encore là à nous écouter. Je vous invite bien évidemment, si vous êtes un nouveau sur le podcast, à vous abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras bien évidemment toutes les informations et notamment les liens de Mathias dans la description. Il y a plein de formations, je sais, qui sont, j'imagine en tout cas, pour n'avoir jamais essayé, mais très intéressantes. Tu nous as donné déjà un petit peu l'eau à la bouche avec toutes ces questions. Si tu as aimé notre conversation, bien évidemment, si tu peux nous mettre un 5 étoiles et un commentaire auquel je répondrai avec un grand plaisir, ça nous donne beaucoup, beaucoup de force et un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de Mathias. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!